Salut à tous, bienvenue dans ce AdTech Talk, votre nouveau rendez-vous sur l'actualité de la publicité digitale. Cette semaine, on va parler mesures de performance et donc derrière, évidemment, de transparence, de fraude, du nombre de clics parce que cette année, pour la première fois, les investissements de la pub digitale vont dépasser les 50% de la totalité du marché. Rendez-vous compte, c'est vraiment l'année de la bascule, 2019. On en parle avec nos invités, 4 invités autour de la table pour en débattre. Je vous les présente tout de suite. Allez, c'est parti, je vous présente nos invités donc aujourd'hui avec nous dans ce AdTech Talk, nouvel épisode sur la mesure de la performance. En effet, avec nous autour de la table, c'est Damien Morat de Gamned. Damien, bonjour, bienvenue à toi. Sébastien Noël à ma droite, directeur délégué de M Publicité, donc le groupe Le Monde, éditeur historique qu'on ne présente plus et premium aussi, tu capitalises là-dessus. Yann Leroux à tes côtés, donc Sébastien, le DG Europe du Sud d'Integral Ad Science, donc IAS, technologie de mesure et qui lutte aussi contre la fraude. Bienvenue à toi Yann. Et puis Ahmad, alors habitué, tu as ton rond de serviette ici. Ahmad Benjeloun, salut, CEO de AdLive, la tech qui monte et voilà, solution de header bidding. On va y revenir dans un instant, comment l'header bidding impacte aussi ou est impacté par cette thématique de la mesure de la performance. Daniel, on peut peut-être démarrer avec toi si tu veux bien. Donc Gamned, acheteur programmatique, pour le compte des annonceurs, racheté il y a quelques mois de cela par le groupe TF1. Si on fait un petit peu de pédagogie là pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, notamment sur YouTube, là, la mesure de la performance, quand on dit mesure de la performance, de quoi parle-t-on exactement dans la pub digitale? Alors c'est vrai que c'est important d'en parler parce que je pense que c'est pas encore rentré dans l'inconscient collectif de tout ce qu'on peut mesurer sur le digital. Quels que soient d'ailleurs les objectifs d'activation digitale, que ce soit de l'objectif d'acquisition, de trafic, de génération de ventes sur un site, de branding, notoriété, etc. Toute la chaîne aujourd'hui, une bonne partie de la chaîne est mesurable. Donc, forcément, on pense en premier aux visites sur un site, aux ventes qu'on peut générer ou auxquelles on peut contribuer sur un site e-commerçant. Mais ce qu'on n'a pas forcément en tête aujourd'hui, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin via l'écosystème qui est devenu assez complexe au final avec des acteurs qui s'imbriquent un peu dans tous les sens. Ouais. On peut arriver aujourd'hui à mesurer des visites sur un site à la suite d'une pub télé, des achats en magasin physique à la suite d'une activation digitale. Je pense que Yann développera aussi, mais tout ce qui va être qualité en elle-même de la diffusion publicitaire sur la fraude, sur la visibilité de la bannière ou de la vidéo. Et l'enjeu principal, à quel est-il, s'il fallait en retenir un seul aujourd'hui, à tes yeux? S'il y en a un, je pense que c'est l'interopérabilité des technos, parce que je disais que c'était un écosystème très complexe. Ouais. Et quand je dis interopérabilité, c'est à la fois les technos entre elles, qu'elles puissent se parler, mais également décloisonner les écosystèmes qui soient physiques et digitaux et télé. Voilà, je pense que le gros enjeu pour un annonceur aujourd'hui, c'est vraiment celui-là. Et là, il y a encore un peu de boulot, effectivement. Sébastien, chez M Publicité, là, tu bosses d'ailleurs avec IAS, oui, je crois. Je te confirme. Voilà. Comment on améliore la visibilité quand on s'appelle Le Monde et toutes ces belles marques qu'il y a c'est quoi? C'est L'Obs, c'est Télérama, etc. Le Huffington Post, effectivement, ouais. La Vie, Courrier International et la régie aussi display du groupe Radio France. Alors, la visibilité, on la travaille effectivement avec des partenaires et on est très content de le travailler avec Yann et ses équipes. C'est un sujet qui est vraiment important, mais c'est presque le deuxième temps de la performance. C'est vrai que si on remonte encore il y a peu de temps, la plupart du temps, quand on parlait performance sur des campagnes digitales, on nous parlait de taux de clic, ce qui était quand même assez compliqué parce qu'on le sait tous, malheureusement, c'est pas terrible le clic. C'est pas fait vraiment pour générer des taux de clic et de visites. Entre nous, entre nous, je pense que si on est à moins de 0,1, c'est la plupart du temps ce qui se passe. Donc, moins 0,1%. Oui, c'est ça, on est à moins de 0,1, 0,10%, donc c'est quand même, c'est pas le média qui est fait pour générer du clic. Mais c'était l'habitude de tout le monde, puisque les gens venaient du search, donc on mesurait du clic. Donc la visibilité est devenue quelque chose de vraiment important dans la mesure, et dans la mesure surtout la contribution de chaque média les uns par rapport aux autres, plutôt qu'à l'attribution directe, où on s'est ouvert sur justement la partie post-view,
en donnant de la valeur aux médias. Donc chez nous, c'est quelque chose qui a été très important. On le travaille en mettant pas mal de choses en place. On le disait, Digital Ad Trust a énormément appuyé cette partie-là, donc on a limité le nombre de bannières sur nos pages et on les a… Tu as fait en sorte aussi, j'imagine qu'elle se charge mieux, plus vite, Alors qu'elle se charge et qu'on cherche plus que vite. ce qu'on voit et pas forcément toute la page Effectivement, sans prendre ce qu'on appelle l'ascenseur. le lazy loading, Ouais. c'est-à-dire ne charger les publicités que quand elles sont visibles et non pas forcément au bas de page pour qu'elles soient pertinentes et donc vraiment mettre cet inventaire visible à disponibilité des partenaires qui peuvent nous acheter comme Gamned pour être pertinents sur ce KPI. Oui, rappeler ça peut paraître évident, sauf que ce n'était pas le cas jusqu'il y a encore très peu de temps. Pas forcément, Et sur plein effectivement. de sites, c'est toujours pas le cas. Yann, donc IAS, en effet, technologie de mesure, qui lutte aussi, c'est vrai, contre la fraude. Donc toi, tu bosses pour les annonceurs, les agences, Trading Desk, etc., plateformes. La mesure de la performance, là, tu confirmes, c'est un vaste chantier et que finalement, on n'en est qu'au début de l'histoire? C'est aussi ancien que la pub digitale, en fait. Donc les impressions, les clics, l'histoire de la pub digitale, c'est l'histoire de la mesure de la performance aussi, ce média est très mesurable et ça a été son premier atout par rapport aux autres médias, c'est là-dessus qu'il s'est développé. Ouais. Et en fait, l'histoire du digital, effectivement, se confond avec cette mesure de la performance. Ce qui est intéressant depuis quelques années, c'est que on a réalisé plusieurs choses. D'abord, il ne pouvait pas y avoir de performance si la pub n'était pas vue et si elle n'était pas vue par un humain. Voilà, des trucs un peu fondamentaux. Donc ça, c'est assez récent. On fait de la pub depuis 15 ans, 20 ans. Digital. Tu parles des humains, il y a encore beaucoup de robots aujourd'hui? Il y a des robots qui sont en fait des fraudeurs, c'est des logiciels. Le robot, concrètement, c'est un logiciel programmé par un fraudeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on va au-delà de la visibilité, qu'on rentre dans les clics, qu'on rentre dans des remplissages de formulaires, des choses qui sont comme ça, tant qu'on n'a pas à déposer une carte bleue, tant qu'on n'a pas à faire un paiement, tant qu'on n'a pas à aller dans un magasin et à prendre un bien physique, tout ça peut être absolument automatisé. Il y a plein d'ingénieurs ici. Même pour des millions de vues qu'on voit sur les vidéos, c'est absolument automatisable. Facile, n'importe qui peut automatiser un logiciel qui va remplir du formulaire, qui va générer des clics. Donc dès qu'on est sur ces indicateurs-là, qui sont des indicateurs un peu intermédiaires, qui ne sont pas vraiment des indicateurs de performance en soi, mais qu'on pensait qui étaient plus proches de la performance que l'affichage, en fait, on s'expose à la fraude. Et vu les enjeux financiers sur le marché publicitaire digital qui est devenu énorme, la pub digitale, c'est devenu le premier ou le deuxième média dans tous les marchés avancés du monde. Donc il y a beaucoup d'argent sur la table. En 2019, ça y est, ça va être la bascule se fait. Pour la première fois, donc on sera à plus de 50%. Au niveau mondial, je crois que ça y est, c'est le premier média au niveau mondial, ça y est, en cumul. Donc l'argent est là, et donc s'il y a de l'argent et qu'il y a moyen de se faire de l'argent facilement de manière malhonnête, ça va être fait malheureusement. Donc c'est très important d'avoir à la fois les bons KPI. Donc ce que maintenant le marché fait, c'est se concentrer d'une part sur les indicateurs de visibilité et de temps d'exposition, plus particulièrement, puisque la durée d'exposition à la pub, c'est critique. Et deuxièmement, de faire le grand pas vers la mesure de l'impact business de la pub. Là-dessus, tu nous as sorti des stats très récemment, assez hallucinantes. Donc, sur la pub mobile, il y a moins d'une impression sur deux qui est visible plus d'une seconde. Oui. Donc, on a encore une bonne marge de progression. Alors, le mobile, c'est lié à plein de facteurs. C'est lié à la consommation du mobile qui est extrêmement dynamique. On est d'abord sur des formats assez petits, des gens qui scrollent beaucoup, des contenus qui sont en longueur comme ça. Donc, c'est la nature du médium. Donc, le média, le format, la taille de l'écran font que c'est difficile d'intégrer de la pub avec du contenu. C'est pas un éditeur qui dira le contraire, c'est fondamentalement difficile. Donc le résultat, c'est que c'est compliqué de transformer l'audience en exposition publicitaire et donc en monétisation. Donc on travaille en profondeur avec les régimes. Il y a un gros travail à faire effectivement sur comment on fait pour intégrer de la pub dans ces environnements où les gens scrollent très vite, changent très vite, basculent très vite. La consommation est difficile à monétiser sur le plan publicitaire. Ahmad, question pour toi aujourd'hui. Le header bidding, là, comment ça impacte cette fameuse mesure de la performance qui est aussi vieille que la pub digitale? C'est un effet catalyseur incroyable sur les éditeurs. Et pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, l'ensemble de leur inventaire est accessible aux acheteurs, au first look. Donc il y a une augmentation du volume. Yann, tu en parlais à l'instant, il y a également une augmentation des volumes au niveau global. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une option. La mesure, c'est vraiment une nécessité. Et quand on voit les montants qui sont engagés, l'impact d'une optimisation de la performance pour un éditeur, ça peut se compter tout de suite en millions d'euros. Donc c'est un enjeu fondamental. Et comme dit la maxime, on ne peut gérer que ce que nous pouvons mesurer. Et il faut dire que jusqu'à présent, beaucoup d'éditeurs n'avaient pas les outils nécessaires à mesurer l'impact du header bidding ou de la gestion de leurs partenaires. Aujourd'hui, ils ont les outils. Donc, nous mettons à leur disposition, notamment au niveau de notre technologie, des outils pour suivre la performance de chacun des canaux de distribution, donc la performance de chacun des partenaires de demande. Ça, c'est un premier point. Et simplement, la deuxième chose également, c'est où là, on intègre les deux, on joint la partie performance commerciale et la partie performance de l'éditeur par rapport à son UX. C'est qu'aujourd'hui, l'enjeu de visibilité fait que l'inventaire est devenu de plus en plus qualitatif lorsqu'il y a une bonne expérience utilisateur. Donc ça, ce sont des outils
que vous mettez notamment au niveau de IIS, on les fournit également à un autre niveau pour pouvoir traquer la performance. Ils existent. Est-ce que pour autant, Ahmad, et je poserai la même question à tout le monde, mais est-ce que pour autant on peut parler aujourd'hui d'un marché transparent, que ce soit pour les éditeurs, pour les annonceurs? Alors c'est le buzzword On y de est la pas tech, encore. c'est le buzzword de la tech Ouais. sur les Tous les mois, 10 vous avez dernières années. un besoin, Je pense que c'est le mot transparence. Vous allez sur la première page de toutes les boîtes à tech sur leur site, il y a écrit transparence quelque part. Donc c'est un enjeu, mais qu'est-ce que ça veut dire transparence? Tu en parlais tout à l'heure, Damien, c'est qu'aujourd'hui on a énormément de systèmes qui sont interconnectés et il faut assurer cette interopérabilité. Aujourd'hui, un éditeur, quand on parle de transparence, c'est qu'il faut qu'il sache combien vaut son inventaire pour chacun des acheteurs. Donc ça, c'est une première donnée qui est fondamentale. Et l'impact, nous on le mesure chez nos clients, il y a un impact de 30 à 40%, fondamental. Savoir à qui on vend, à quelle audience on est capable de vendre et combien vaut notre inventaire et notre audience. Ça, ce sont des données principales. Donc c'est un enjeu bien entendu de stratégie, de méthode et aussi de technologie. Sébastien, sur la transparence. Effectivement, Au c'est complément, c'est un sujet très très important. La transparence, pour un éditeur, de toute façon, c'est sur le principe, nous, dans le groupe Le Monde, on n'a rien à cacher, justement, c'est l'inverse, c'est mettre en valeur la qualité du contenu qui est produit par des professionnels sur tous les titres avec lesquels, effectivement, on interagit et on travaille. La transparence, par contre, c'est effectivement toujours difficile de l'avoir sur la totalité des partenaires qui vont, on va dire, interopérer dans la chaîne de l'achat. Il y a ce fameux mythe que tout le monde relaie qui est sur 1 euro dépensé par l'annonceur, 30 à 40 centimes arrive chez un éditeur. C'est ce qu'on a coutume de dire, ouais. Voilà, donc Ouais. C'est à pareil quel pour Le moment, Monde, c'est une estimation, parce que comme on ne sait pas ce qui est pris au-dessus de chez nous, nous on a des interlocuteurs techniques et des prestataires pour la vente, donc effectivement la partie SSP, on travaille sur la partie header bidding. On a des prestataires qui sont là aussi pour faire la mesure tiers, mais ces interlocuteurs-là, on peut les démultiplier au niveau de l'achat. Il y a du DSP, ils vont acheter de la data, etc. Donc nous, la transparence, elle est là, elle est sur nos marques, elle est sur ce qu'on fait, ce qu'on met à disposition. Le retour qu'on a derrière, c'est le retour qui est fait par l'acheteur et l'annonceur sur les performances par rapport à ce point-là. Mais pour nous, effectivement, c'est primordial. Cette transparence, c'est la base de notre métier d'éditeur, c'est d'être transparent avec l'intégralité de nos partenaires. Autre buzzword, et je vous donnerai des petites réponses, des réponses rapides parce qu'on a vu beaucoup le temps là sur ce débat. On parle de brand safety là depuis quelques mois, voire un peu plus, avec les affaires YouTube, etc., plusieurs scandales. Est-ce que quand on s'appelle Le Monde, on a des belles marques comme ça, plutôt premium, effectivement, je peux même enlever le plus tôt. Est-ce que c'est un sujet ou pas? Est-ce que tu en fais même un argument commercial? Alors, j'ai envie de dire, pour nous, c'est pas un sujet. La brand safety au global, effectivement, c'est un sujet. Quand on s'appelle le groupe Le Monde, c'est pas un sujet parce qu'on part du principe que par défaut, nous sommes brand safe parce que le contenu est produit par des professionnels, qu'il est dans un cadre effectivement défini. Donc nous estimons que nous sommes brand safe et que le contenu qui est sur l'actu, sur la culture, tout dépend des éditeurs, est un contenu qui est brand safe. Maintenant, ça va dépendre de ce qu'on met dans la brand safety. Aujourd'hui, la demande qu'on peut avoir, c'est blacklister certains mots-clés qui ne plaisent pas ou ne correspondent pas à l'image que veut avoir la marque quand elle fait de la publicité. Pour nous, c'est différent de la partie vraiment brand safety. Donc sur la partie brand safety, pour nous, vraiment sur le contenu, c'est pas un sujet puisque nous sommes brand safe de principe, comme tu pouvais le dire. Je pense que c'est une éducation du marché aussi à ne pas mélanger justement le mot brand safety avec l'image de marque, avec tout ce type de critères-là qui sont de toute façon très importantes, mais c'est pas la même chose. D'ailleurs, les annonceurs là, que tu côtoies, voilà, évidemment, ça on sait que c'est un enjeu pour eux, mais est-ce qu'ils comprennent tout? Est-ce qu'ils font parfois, il y a un excès de zèle ou à l'inverse, ils ferment les yeux sur d'autres pratiques parce que ça rapporte quoi. Il y a ça, effectivement, ça pour le coup, ça existe. On parlait tout à l'heure du clic comme KPI de mesure de performance. Il y en a effectivement qui, parce que la direction demande des reportings sur du clic, c'est je ferme les yeux et je veux pas connaître plus. Je veux pas savoir comment il est généré, je veux pas savoir la qualité du clic ou de la visite derrière ou quoi que ce soit. Bon, ça c'est un vrai enjeu. Mais effectivement, il y a surtout un besoin, je pense, pour revenir à la transparence. Tout à l'heure, tu parlais de transparence des coûts sur toute la chaîne, parce que l'écosystème, on parlait tout à l'heure, il est très complexe, et donc forcément, il y a ce besoin-là. Mais il y a aussi la transparence de comprendre ce qui est fait, effectivement, sur toute la chaîne, par l'acheteur, les stratégies qui sont mises en place, pour quelles raisons j'active tel format ou autre. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui.
Nous, on le voit avec les annonceurs, on a lancé l'année dernière une Programmatic Academy, donc un programme de formation sur 3 journées pour les annonceurs, qui est certifié par l'État comme organisme de formation. Et l'année dernière, on a eu plus de 100 annonceurs formés dans nos locaux, parce que justement, ils veulent comprendre en fait, programmatique, c'est une boîte noire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce qu'on me raconte? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai entendu ça. Est-ce que je peux le faire? Oui, non. Et c'est un vrai sujet, quoi. Yann, je reviens une seconde sur l'étude IAS, publiée très récemment, là, avec des Français qui passent en moyenne 52 minutes par jour, 52 minutes, sur Internet via leur smartphone uniquement. Hein. Donc Oui. c'est versus une grosse demi-heure, je crois, sur le desktop, Alors etc. ça, c'est pas des chiffres IAS, mais Ouais, alors c'est des chiffres sur lesquels. effectivement, les de consommation des différents devices, oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça dit là La sur bascule mobile, la elle est faite. performance. Ouais. Le mobile a dépassé le device desktop dans le monde du digital depuis 1 an ou 2 maintenant, hein, en France par exemple. Et Tout ce qu'en termes de visibilité, il reste quand même très en retard. Hein. alors, oui, parce que Le fait traditionnellement, que c'est un petit écran. on a la consommation des gens, de nous, avec nos appareils qui commence, puis ensuite la publicité suit, et puis ensuite les pratiques marché suivent, et donc il y a un cycle comme ça de retard, de rattrapage progressif, mais il y a toujours un petit retard. Il y a Donc, encore du coup, 18 ce qu'on voit points aujourd'hui de sur le retard. mobile, c'est que la consommation est là, mais les pratiques publicitaires pas encore, les optimisations pas encore, et voilà. Donc ce qu'on fait en desktop, en sophistication programmatique, on l'a pas encore complètement sur le mobile, par exemple. Voilà. Donc les choses arrivent, hein, mais il faut comprendre qu'il y a un effet de retard et d'adoption progressif. Monsieur, avant de passer à vos actus, un mot de l'actu peut-être récent de votre secteur. Là, c'était donc Accenture qui met la main là, sur une boîte. Vous allez m'aider parce que je l'ai plus en tête. Comment s'appelle-t-elle Une énième agence, Draco. Créa, je crois. Ouais. Énième agence Créa, mais je ne sais plus laquelle. Ouais, voilà, Dro- c'est une- Droga 5. Voilà, Droga. Droga 5, Droga merci. Cinco. Droga 5 en espagnol, tu as raison. espagnol. Sébastien, comment tu regardes ça, ce mouvement d'Accenture? Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a les cabinets de consulting sont très tentés pour aller vers le métier des agences médias. Les agences médias veulent se renouveler et effectivement adopter la méthode de gestion que peut avoir un cabinet de consulting. Donc les uns et les autres se regardent un peu en chien de faïence, se cherchent et essayent d'aller trouver de la valeur dans ce qu'a fait l'autre. Donc pour moi, c'est une logique sans faille d'aller effectivement acquérir un prestataire et un savoir-faire qu'on ne peut pas avoir sur une des bases de nos métiers, parce qu'on oublie tous, on parle tous de technologie, mais la partie créa est aussi très très importante, parce que qu'est-ce qui va faire réagir quelque chose? C'est que c'est une belle publicité, c'est une publicité qui parle, donc ça a du sens. Et là, c'est les people même peut-être plus forts que la tech en elle-même. Ahmad, sur cette acquisition? Je pense que les cabinets de consulting, eux, interviennent en amont. Alors pour le coup, ils font de l'acquisition créa, mais ils recrutent pas mal, des rumeurs qui courent sur le marché, ils recrutent pas mal sur la tech en particulier. Et certains trading desks attendent de voir les volumes arriver de chez Accenture. Eux interviennent en amont, donc ils ont une relation où ils peuvent mesurer justement, parce qu'ils mettent en place les plans d'action stratégiques au niveau des différents annonceurs. Ils interviennent sur toute la chaîne IT. Je pense que c'est un acteur qui risque d'avoir un poids assez important, que ce soit eux, que ce soit Capgemini ou d'autres qui ont lancé des initiatives à ce sujet, pour une raison très simple, hein, tu le disais, il y a des montants qui deviennent très très importants, ça attire les convoitises. Messieurs, vous restez avec nous, on passe à vos actus dans vos boîtes respectives, c'est parti. Donc vos actus, messieurs, on y vient. Tiens, Ahmad, on peut peut-être démarrer avec toi si tu veux bien. Oui. Raconte-nous tout. Vu qu'on parle de performance, nous avons lancé un outil qui permet aux éditeurs de réaliser des A/B testing sur leur stratégie de monétisation. Donc c'est un plugin qu'ils intègrent dans la solution AdLive et qui leur permet de comparer plusieurs stratégies en changeant quelques paramètres, typiquement les SSP avec lesquels ils travaillent, les niveaux de timeout, les floor price. Donc tout ça, c'est géré de manière dynamique et centralisé en back-office et ça leur permet de réaliser des arbitrages de stratégie. Et c'est arrivé quand là chez AdLive? C'est lancé là maintenant. Là maintenant, bon, en ce printemps. Damien, vos actus là chez Gamned, on le rappelle, racheté il y a quelques mois par le groupe TF1. Tout à fait, ça date de début novembre. Ouais. Donc là, on rentre dans le dur avec les synergies qu'on peut créer avec le groupe TF1 et l'entité Unify, qui est l'entité digitale. Du coup, Vous êtes resté chez vous ou vous êtes chez eux? On est resté chez nous. D'accord, On est resté c'est chez nous. C'est mieux Oui, c'est bien. pour les équipes, etc. C'est bien pour le les message. équipes, surtout qu'on est dans un endroit qui est sympa, dans des locaux très sympas. Donc, Où ça? dans le 18e. D'accord. Dans le 18e, dans une ancienne biscuiterie, donc ça plaît un peu à tout le monde, ce côté industriel. Ça avec, sent bon, ouais. Exactement, exactement.
Donc oui, effectivement, ça date de début novembre et on rentre dans les premières synergies vraiment avec le groupe Unify et TF1, parce qu'on vient de lancer une offre qui s'appelle Qualified, qui est l'activation des audiences du groupe Unify. Donc Unify, pour tout le monde, c'est les éditeurs type Marmiton, Au Féminin, Les Numériques, CNET, toute cette Que des belles marques. Ouais. Exactement, qui sont pour chacun quasiment leaders sur leur verticale. Et donc on a lancé une offre d'activation de ces audiences-là pour les annonceurs dans un cadre Digital Ad Trust, voilà, c'est aussi le grand buzzword du moment. Et on va jusqu'à la mesure même pour ces annonceurs-là des ventes qui sont réalisées en magasin avec des partenariats à la Carrefour, à la Auchan, etc. Merci Damien. Donc on en vient maintenant à tes actus, Sébastien, au groupe Le Monde. Là, raconte-nous tout. Qu'est-ce qui Écoute, se passe les actus, donc Le chantier. les chantiers, alors il y en a pas mal. Les actus renouvellement du label Digital Ad Trust. Donc effectivement, on est heureux d'avoir été renouvelé sur la partie display vidéo sur l'intégralité de nos sites, ce qui remonte que la qualité, c'est quelque chose d'important. On travaille aussi sur des nouveautés pour arriver avec des choses qui vont correspondre aussi aux demandes du marché en termes de performance, brand safety et de qualité pour arriver d'ici un mois à pouvoir répondre de manière plus efficace encore à ces demandes qui nous sont aujourd'hui apportées tous les jours. Et puis toi Yann, donc pour terminer, raconte-nous tout là en une minute, tes actus. Actu récente, on vient de lancer il y a 2 semaines maintenant, 10 jours, quelque chose qu'on appelle la grille VIP. Oui. En fait, nous, on équipe la plupart des vendeurs d'espace en France maintenant, la plupart des acheteurs d'espace aussi, autour de la notion de qualité média. Et en fait, assez vite, on a des solutions spécifiques pour chaque côté. Et assez vite, on s'est rendu compte que les régies souffraient d'un déficit de visibilité de ce qu'elles étaient capables de faire avec ces technologies qu'on leur proposait. Donc du coup, on a développé un outil assez simple, qui est une grille très simple, un truc assez basique en Excel, et qui permet en fait aux acheteurs de savoir ce qui est disponible dans les régies en s'appuyant sur les technos IAS. Et donc on a diffusé cette grille VIP il y a 2 semaines, les acheteurs sont ravis, ils mettent ça sur leur mur chez eux, et donc ils savent ce qu'ils peuvent aller chercher chez qui est capable de garantir une absence de fraude, qui est capable, ou veut en tout cas, est prêt commercialement et commercialisé à l'impression visible par exemple, toutes sortes de fonctionnalités qui sont permises par les technos IAS et qui sont maintenant sur le marché, mais la visibilité était compliquée à avoir, et donc on a développé cet outil assez simple pour donner cette visibilité au marché et donc faire la promotion des régies qui sont capables de faire ce genre de choses. Voilà pour vos actus. On termine, messieurs, avec vos conseils. Vous ne bougez pas. Vos conseils donc pour les éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, afin d'améliorer, de mieux monitorer aussi et monétiser leur audience. Sébastien, on peut peut-être démarrer avec toi en une minute. Avec plaisir. Alors moi, je vais partir sur un petit gimmick qui m'amuse, qui est que le programmatique, ce n'est pas tout automatique. Donc un conseil, c'est effectivement de miser beaucoup sur ses équipes aussi. En interne, quand on est un éditeur, pour les aider à appréhender cette façon de vente qui est aujourd'hui de plus en plus développée effectivement versus ce qu'on peut appeler le gré à gré ou le direct, et les accompagner techniquement. Donc nous, on a fait le pari de, via les technologies qu'on utilise, proposer exactement la même chose avec le programmatique garanti qui va faire exactement la même chose, et accompagner aussi nos interlocuteurs, nos acheteurs qui sont les agences et les médias avec les clients avec lesquels on travaille, sur comment est-ce qu'on peut être acheté de manière pertinente tout en correspondant aux KPI et donc aux performances qu'ils peuvent avoir. Yann. Moi, ce serait un conseil en 2 temps pour les éditeurs, régie plutôt. Prenez le temps d'aller récolter les attentes et les préoccupations de vos clients finaux, les annonceurs, et les agences, les acheteurs. Et deuxième temps, ensuite, faites l'analyse de votre inventaire au vu de ces attentes. Et pourquoi ce conseil? Parce qu'en fait, on voit souvent un désalignement ou une non-cohérence entre ce que la régie pense que ses clients veulent, ou sont, voilà, souvent, et ce que les acheteurs veulent vraiment. On voit ça sur le marché tout le temps, on est un peu halluciné. Donc prenez le temps d'aller parler avec vos acheteurs, écoutez-les, posez les questions. Vous serez après en mesure d'aller plus dans la direction et de leur proposer ce qu'ils attendent vraiment. Damien, on en vient à toi. Conseil pour les éditeurs, aujourd'hui nous on voit une évolution du marché sur justement l'audience. On parle beaucoup de contexte en ce moment, mais l'audience reste encore pour un éditeur son capital. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec les éditeurs, nous, sur l'activation de leurs audiences à l'extérieur de leur écosystème, clairement pour générer plus de revenus pour eux, clairement. Et ça permet aussi de raconter des histoires à leurs audiences.
elles les ont croisées dans leur écosystème, mais elles peuvent scénariser un message. Et donc pour l'annonceur final, il y a une valeur ajoutée à scénariser un message, raconter une histoire par beaucoup de storytelling pour les audiences. C'est vraiment une plus-value dans ce cadre-là, sur le programmatique, qui est quand même un gros avantage. Donc les éditeurs, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Scénariser, étendre leur audience en dehors de leur écosystème, en l'activant, en scénarisant. Ahmad, le mot de la fin pour toi aujourd'hui. Le diable se cache dans les détails. Aujourd'hui, pour les éditeurs, vous n'imaginez pas les ressources insoupçonnées que vous avez, que ce soit dans votre audience, dans votre inventaire. Il faut simplement s'équiper des bons outils, mettre en place les bonnes stratégies et c'est parti. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour ce nouveau rendez-vous de la Tech Talk, nouvel épisode sur la mesure de la performance. On va se retrouver très vite. À bientôt.